Eh bien bonjour, donc dans ce dernier cours sur le protocole IPv4, nous allons voir le routage. Alors naturellement, pour suivre ce cours, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances de base sur la couche 2, OSI, l'adressage IP et bien sûr le masquage IP, qui sont donc déjà fournis en tant que cours précédent. Alors au sommaire, tout d'abord la NAT, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ensuite le routage IP et nous terminerons par les VPN, Virtual Private Network. Alors commençons par la NAT. La NAT, ça veut dire Network Address Translation. Alors, intéressons-nous au principe. Le gros problème des adresses IPv4, on le sait maintenant, c'est la pénurie d'adresses IPv4. Il n'y en a pas assez, hein, il y a de plus en plus de machines connectées, il y a un nombre d'adresses qui lui est fixe. Donc le problème arrive rapidement. Alors une des solutions, c'était de mettre en œuvre dans un routeur une cardinalité 1N, c'est-à-dire en fait faire correspondre une adresse IP à N adresses IP. En gros, c'est économie d'adresse. Alors pour ça, quelques conditions. Les N adresses IP ne doivent pas être visibles directement depuis Internet. Donc le moyen, c'est d'utiliser des adresses privées qui ont été décrites donc, dans un cours précédent. Deuxièmement, il faut trouver un moyen pour associer une adresse routable sur Internet à plusieurs adresses adressables, et tout ça par un moyen technique, donc le NAT. Ça veut dire traduction d'adresse, littéralement. Donc l'application, c'est utilisé, on le sait maintenant, par les box Internet pour faire correspondre toutes les machines que vous avez derrière votre box par une seule adresse publique. Vous avez une adresse qui est de l'autre côté de la box, que vous pouvez lire bien sûr. Cette adresse elle va correspondre à plusieurs adresses IP qui, elles, ne seront pas visibles de l'Internet. Donc pour ça, on établit une table de correspondance entre adresse interne, qu'on appellera, qui sont donc des adresses privées, et l'adresse externe, qui, elle, est publique. Donc vous avez ici un schéma qui vous résume assez bien ce genre de choses. Donc le routeur ici, routeur NAT, c'est la box tout simplement. Puis si vous mettez autant de machines que vous voulez derrière, ça n'a pas d'importance, elles seront vues depuis l'extérieur comme une seule adresse publique. Alors comment? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, c'est un principe général de traduction d'adresse qui a été décrit dans les RFC 1631 et 3002 de IP Network Address Translator. On traduit donc des adresses entre un réseau IPv4 privé et le réseau IPv4 global. Donc, typiquement, la traduction est effectuée par un routeur, mais on peut aussi appliquer cette traduction dans un autre quelconque ou un firewall. Donc, la traduction s'applique à l'adresse source d'un datagramme IP en provenance d'un réseau privé, réseau interne, et à destination du réseau public, qui est le réseau externe, et vice-versa naturellement. Donc, on doit communiquer, bien sûr, dans les deux sens. Alors, commençons par le mode statique. Donc, dans le mode NAT statique, l'adresse IPv4 source privée est traduite en une adresse IPv4 source publique, qui donc est toujours la même. La correspondance est bijective, c'est-à-dire qu'à une adresse privée est associée de manière statique une adresse publique. Alors ça économise pas beaucoup d'adresses pour le moment, on va voir, mais ça justement, c'est réservé aux serveurs, puisque dans ce cas-là, il y a peu d'adresses, il y a un ou deux serveurs qui vont donc correspondre à une ou deux adresses, donc là, il n'y a pas une grosse consommation, on peut utiliser ça dans ce cas-là. Alors maintenant, le mode le plus utilisé, bien sûr, et le plus intéressant, c'est le mode dynamique. Donc pour ça, vous avez un bloc de n adresses IP qui est utilisé en fonction des besoins. Alors si les adresses ne sont pas utilisées pendant une heure, à ce moment-là, elles sont restituées. Si un autre A veut une adresse publique, il en prélève une dans le bloc et la restitue quand il a fini. S'il se reconnecte, une nouvelle adresse publique lui est assignée, pas forcément la même, bien sûr. Donc là, on a n adresses IP qui seront utilisées en fonction des besoins. Alors, ces n adresses IP, elles sont publiques. Donc, conséquence, c'est que le nombre d'adresses allouables sera limité au nombre d'adresses disponibles dans le bloc. Je ne pourrais pas en utiliser plus, c'est évident. Donc, si j'ai n' adresses privées, j'achète à ce moment-là un bloc de n adresses publiques en fonction des besoins. L'intérêt, c'est d'avoir n' bien plus grand que n. Et là, il y aura réellement économie d'adresses. D'accord? Donc j'utilise, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est exactement ce qui se passe dans le milieu bancaire. Une banque, elle a n clients, si les n clients retiraient tous en même temps leur argent, la banque, elle s'écroule, c'est fini. Tout ça parce qu'elle dispose, elle joue sur de l'argent qu'elle n'a pas à un moment donné. Voilà, c'est un petit peu les chaises musicales. Alors, le mode le plus intéressant, c'est le NATPAT. Alors, NATPAT, ça veut dire Port Address Translation.
Donc c'est ce troisième mode qui est connu sous différents noms, avec surcharge NAT overloading ou NAT-PAT with port address translation, etc. Donc la traduction d'une adresse IPv4 privée est faite vers une adresse IPv4 publique en rajoutant un numéro de port, tout simplement, un numéro de port, donc au niveau 4. Je rappelle que les numéros de port, c'est au niveau TCP ou UDP, donc au niveau 4. Hein. Alors le principe, un site NATPAT ne consomme qu'une seule adresse IP publique. Donc ça, c'est intéressant. Le routeur NAT mémorise l'adresse IP interne et un port source de l'hôte interne. Donc les ports, on peut en avoir jusqu'à 65 536. Donc on a quand même de la marge. Il mémorise également l'adresse IP externe publique et un numéro de port qui est différent pour chaque connexion, bien sûr. Il construit donc une table de correspondance où chaque élément de colonne contient deux informations. Adresse IP, deux points, suivi d'un numéro de port. Et c'est ce qu'on a sur l'exemple suivant pour mieux comprendre. Donc là, vous avez un réseau interne, j'ai toujours pris une box par exemple, routeur NAT, hein, peu importe. Donc, les adresses externes sont sur la gauche, les adresses internes sont sur la droite. Vous avez trois adresses internes, 10.0.0, 10.0.10.1, 10.0.10.2, 10.0.10.3. Donc la correspondance, un exemple sera la chose suivante. Pour la première, point 1, j'aurai 1767 par exemple pour numéro de port. Pour l'adresse 10.2, j'aurai 2254. Pour l'adresse 10.3, j'aurai 3722. Donc, les adresses externes, vous voyez qu'à ce moment-là, je ne consomme qu'une adresse IP. Par contre, elle est adjointe au numéro de port. Et on retrouve par la table de correspondance, hein, la correspondance ici de la communication pour cette adresse-là sera faite en fonction de son lien dans la table. Voilà. Donc c'est très simple, hein, vous voyez, c'est une simple table de correspondance, comme beaucoup de choses dans les protocoles TCP/IP. Donc en bilan sur la NAT, hein, ça évite le recours à IPv6 qui lui demande une modification radicale au niveau des routeurs, et quand on connaît le prix d'un routeur, on comprend la réticence des entreprises, et ça permet également une économie du nombre d'adresses IP. Donc ça, c'est intéressant. Alors naturellement, il n'y a pas toujours que des avantages, il y a quelques inconvénients. Ça complexifie les échanges, ça peut poser certains problèmes, notamment avec IPsec, hein, qui est le protocole IP crypté, bon, mais qui n'est pas trop utilisé parce qu'il y a d'autres substituts, comme on le verra. Voilà pour la NAT. Alors maintenant, on passe au routage IP, le vif du sujet. Alors, la connexion entre deux machines sur un réseau où vous avez toutes les machines qui sont physiquement reliées, c'est-à-dire reliées par des câbles ou en Wi-Fi ou autre, hein, donc ça, c'est géré par la couche 2. Okay, c'est les adresses MAC qui permettent de relier directement les machines entre elles. Alors là vient se poser la question, on dit, si les machines sont séparées maintenant par un routeur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le même réseau, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà vu que le protocole ARP va transmettre la requête et les adresses IP seront mises en relation grâce au protocole ARP qui va donc donner l'adresse du routeur à la place de la machine destination. Alors, autre problème maintenant, s'il y a plusieurs routeurs à traverser. Ah bon, ben là, ça ne peut pas être réglé directement comme ça. Là, il faut mettre en œuvre un protocole de routage qu'on va voir maintenant. Alors commençons par un algorithme de routage minimal, c'est-à-dire on a simplement deux réseaux hein, et on veut passer d'un réseau dans l'autre. Donc quelles sont les hypothèses? Les connaissances sur la machine locale sont adresse IP locale, adresse MAC locale et adresse IP du routeur. Ça, c'est les trois informations de base dont on peut disposer. Et on veut essayer un test de connectivité du genre ping d'une adresse IP distante. Donc, premièrement, on doit savoir que si adresse IP distante est située sur le même réseau que IP locale, ça veut dire qu'elle est dans le même sous-réseau, hein, dans ce cas, il n'y a pas de routage à mettre en œuvre, on ne va pas traverser le routeur. Donc ça, c'est simplement le protocole ERP qui va gérer et le problème est résolu. Alors la méthode, si on applique le subnet mask à une adresse IP, eh bien le résultat, on le sait, c'est l'adresse du réseau dans lequel se trouve l'adresse IP. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez que en utilisant l'adresse IP distante et l'adresse IP locale, je fais un et sur chacune de ces adresses et je vais obtenir deux adresses réseau. Eh bien, c'est à la base de l'algorithme de routage minimal. Hein, on applique le masque de sous-réseau à chaque adresse IP. Si le résultat est identique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux machines sont dans le même sous-réseau. Si les adresses réseau maintenant sont différentes, ça veut dire que la machine distante est sur un autre réseau. Donc dans ce cas-là, il faut envoyer le paquet IP vers le routeur
Comme on n'a qu'un routeur, bon, il n'y a pas de difficulté dans ce cas. Et lui transmettra vers les adresses IP distantes en utilisant à nouveau le protocole ARP. Donc, conclusion, pour que ça fonctionne, toute machine doit posséder au moins 3 informations de base au niveau 3, c'est-à-dire au niveau d'IP. Et ça, ces informations sont fournies par la commande ipconfig sous Windows ou ifconfig ou d'autres sous les systèmes type Linux. Donc, ces 3 informations sont adresse IP locale, le masque de sous-réseau, adresse du routeur par défaut. Donc, voilà exemple sur une machine, vous voyez, qui vous fournit adresse IPv4, bon, adresse IPv6, ça on verra plus tard, adresse IPv4 de ma machine, le masque de sous-réseau, 3 x 255, et la passerelle par défaut, c'est-à-dire le routeur par défaut. Voilà, ces 3 informations sont à la base du routage IP. Donc, si on n'a que deux réseaux en communication via un routeur, l'algorithme est simple. Donc, phase d'initialisation, connaître ces 3 adresses, donc ça on le connaît. Ensuite, on met IP local et le masque de sous-réseau, opération logique, dans local subnet. On met IP de la machine distante et le masque de sous-réseau, le même, dans remote subnet. Et si local subnet égale remote subnet, c'est-à-dire qu'on est dans le même sous-réseau, alors exécuter protocole RP, on envoie le paquet IP, c'est terminé. Sinon, envoie paquet IP, étoile, vers adresse IP du routeur par défaut. Voilà, donc l'algorithme là est très simple. Alors pourquoi j'ai mis une étoile? Tout simplement parce qu'en général, si vous fonctionnez sur une box, comme vous avez qu'une box vers la sortie Internet, il va mémoriser statiquement, par souci d'efficacité, l'adresse MAC du routeur. Ce qui fait que vous n'aurez pas de protocole RP, il l'a mémorisé, il va toujours sur ce routeur, sur la box, pour aller à l'extérieur. Ça permet de simplifier les transactions. Alors, la table de routage maintenant. Alors tout ça, c'est géré par ce qu'on appelle une table de routage. Donc, grâce à cette table de routage, une machine peut savoir à quel routeur envoyer un paquet quand elle veut aller sur un autre réseau que le sien. Donc, vous avez un exemple de table de routage sous Windows ici. Donc, vous avez des colonnes. Chaque colonne correspond à quelque chose. La première colonne, c'est la destination du réseau en général. La deuxième, c'est le masque. La troisième, c'est l'adresse du routeur pour aller sur ce réseau. Et l'avant-dernière, c'est l'adresse de l'interface à utiliser pour aller vers ce routeur. Je pourrais avoir plusieurs cartes réseau. Si j'en ai qu'une, ce sera toujours la même, bien sûr. Et puis la métrique, on verra après. Alors, donc la table de routage contient, si elle contient 000, ça veut dire n'importe quelle destination, avec le masque réseau 000, ça c'est vrai sous Windows, c'est pas tout à fait vrai sous Linux, indique non défini. Autrement dit, cette destination-là réseau, c'est quoi? C'est tout simplement la route par défaut. C'est-à-dire que quand je ne sais pas où aller, je vais là. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous avez une box. Tous les paquets seront envoyés vers la box et ensuite routés sur Internet. Alors, adresse de l'interface, c'est l'interface réseau, donc la carte réseau qui permet de communiquer avec l'extérieur de la machine locale. Donc, la plupart du temps, c'est votre adresse IP locale, c'est tout. Donc la sémantique, c'est que pour rejoindre une destination réseau, n'importe laquelle, avec un masque indéfini, on transmet tout le temps les paquets à l'adresse de la passerelle qui est indiquée. Alors on a parlé de métrique, alors quelques informations sur cette métrique. La métrique, c'est un coût dans le routage qui peut être pondéré par plusieurs choses. Alors, par exemple, pour le protocole RIP, qu'on n'a pas vu qu'il y a un protocole entre les routeurs, la métrique est associée au nombre de sauts, c'est-à-dire au nombre de routeurs traversés. Par contre, pour d'autres protocoles, comme le protocole OSPF, qui est très utilisé, la métrique, c'est le coût d'une route qui peut être fonction de différents paramètres. Par exemple, le nombre de sauts, la largeur de bande, ou la priorité du protocole, le coût d'utilisation ou les délais d'acheminement. Donc, en gros, plus le chiffre est faible et plus cette route sera prioritaire sur d'autres itinéraires. C'est ce que vous aviez dans la table précédente. Voilà. Alors, sur système Linux, Unix, etc., les tables sont un petit peu organisées différemment, mais les significations sont toujours les mêmes, bien sûr. Donc, destination, gateway, mask, flag, métrique, interface. Donc, destination, c'est la réseau ou machine destination. Gateway, c'est le routeur à utiliser pour atteindre la destination. Flag, c'est propriété de la route utilisée. Si c'est U, ça veut dire up, ça veut dire qu'elle est opérationnelle, etc. La métrique, c'est le coût pour atteindre la destination. Et interface, c'est l'interface réseau à utiliser pour cette route. Voilà.
Donc sur système Windows, c'est quasiment la même chose, simplement réorganisation des colonnes, c'est destination, masque, gateway, interface métrique, donc avec les mêmes significations. Donc le système, il va rechercher s'il existe une route en consultant la table. Donc il applique le masque à l'adresse cible. Si le réseau de destination correspond à ce qu'il y a dans la colonne destination, il envoie le masque vers la passerelle concernée. Donc quelques caractéristiques pour le routage. Chaque routeur ne connaît que les réseaux auxquels il est physiquement relié. Donc la box, elle connaît toutes vos machines et son adresse vers l'extérieur, c'est tout. Le routage est effectué de proche en proche par sauts successifs, qu'on appelle des hops. Le protocole est dit routé. Par exemple, IP est un protocole routé, ça veut dire qu'il exécute l'algorithme sur les tables de routage. Et puis vous avez un protocole de routage qui, lui, construit la table de routage et la gère. Donc ça, c'est pas ce qu'on fait en général. Ça, c'est fait par l'administrateur réseau. Il implante certains protocoles, ou RIP, ou SPF, etc. RIP commence à être un petit peu ancien maintenant. Donc le routage, il peut être statique ou dynamique. Donc s'il est dynamique, eh bien, il est géré par les protocoles de routage qui se mettent à jour et qui mettent à jour les tables automatiquement. Alors voyons maintenant un algorithme de routage un peu plus complet que ce qu'on a vu. Donc supposons que cette fois, que dans le réseau local connecté à l'extérieur, donc je prends toujours la box, j'ai quelques machines derrière, mais je veux encore ajouter un sous-réseau. Donc chez moi, j'ai un routeur ici qui va gérer une autre partie de mon réseau. Donc je vois qu'ici, j'ai deux sous-réseaux qui sont de masque /24 tous les deux. Donc j'ai le réseau 192.168.1 et j'ai mis derrière le réseau 10.0.10, voilà, avec un routeur interne. Donc comment ça va se passer cette fois? Alors le premier réseau, il a l'adresse donc 192.1.0 et le deuxième 10.0.10.0. Alors si on applique l'algorithme de routage minimal dans une machine du réseau 192.168.1.0, aucun paquet n'ira vers le réseau 10.0.10 parce qu'en fait, tous les paquets sont envoyés vers le routeur par défaut, c'est-à-dire vers Internet. Donc l'Internet fonctionnera, mais si je veux accéder à un serveur qui se trouve dans ce réseau-là, eh ben, ça marchera. Donc la solution, enfin une première solution, ce serait d'ajouter manuellement une route dans la table de routage vers le second sous-réseau. Donc voilà comment on ferait. Au départ, vous avez une table de routage initiale dans 192.168.1.17 qui est ça, la destination par défaut, qui envoie vers Internet. Eh bien, si je la modifie, je vais rajouter une route vers le réseau 10.0.10. Dans destination, je vais mettre 10.0.10.0. Okay. Le masque, eh bien, on a vu que c'est /24, donc ici 3 octets à 1. Et ensuite, le routeur a utilisé, eh bien, si je reprends le schéma, je vois que le routeur a utilisé, si je veux envoyer un paquet depuis là jusqu'ici, il faut qu'il passe par cette adresse-là dans ce sous-réseau-là. L'adresse doit être une réseau de ce sous-réseau, donc accessible par ces machines. Les adresses qui sont de l'autre côté ne sont pas directement accessibles. Donc l'adresse du routeur, c'est 192.168.1.254. Voilà, donc c'est cette adresse que je rajoute ici. C'est le routeur. Et puis l'interface, c'est toujours le même, puisque dans la machine, si je prends la machine 17 par exemple, j'ai qu'une seule interface. Donc c'est toujours la même. Voilà. Donc dans le réseau 10.0.10.24, là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, on n'a besoin que d'une seule route. Pourquoi? Parce que comme je suis, si je reprends l'exemple ici dans ce réseau-là, tous les paquets, ils iront soit dans ce réseau-là, soit dans ce réseau-là. Mais ça, ce sera traduit ici au niveau du routeur. Après, une fois que ça arrive dans le bon réseau, où la machine de destination est là, ou elle ne l'est pas, et dans ce cas-là, il ira par là. Voilà. Donc ici, c'est beaucoup plus simple. J'ai besoin que d'une seule route. Elle enverra les paquets dans le sous-réseau 192.168.1.0. Donc, deux choses. Si la destination se trouve dans ce sous-réseau, alors le paquet est transmis via protocole ARP. Sinon, eh bien, le paquet sera transmis au routeur par défaut, c'est-à-dire la box, qui l'enverra sur Internet. Donc, je vois que je peux comme ça, simplement avec une seule adresse, une seule ligne, pardon, dans la table, eh bien, accéder à tout ce que je veux. Donc ici, le routeur sera 10.0.10.1, reprenez le schéma, et puis ça, donc, c'est la route par défaut, et l'interface, il n'y en a qu'une, c'est 10.0.10.6, si on reprend le réseau, ici, voilà, c'est cette interface qui n'a pas été mise ici, voilà.
Alors, maintenant, on peut reprendre l'algorithme de routage général, il est là. Voilà, donc si je pars d'une adresse IP ici source, je veux aller vers une adresse IP de destination. C'est ça le but du jeu. Donc on l'a vu qu'on fait le est avec le masque de sous-réseau, ici, et on obtient adresse IP du réseau local, adresse IP du réseau de destination. Si c'est la même, c'est local, je génère le protocole ARP, c'est terminé. Si ce n'est pas la même, alors à ce moment-là, il faut que je sache où je dois aller. Et pour ça, je vais balayer toutes les lignes de la table de routage. Donc, vous voyez ici, l'adresse IP de machine de destination est lue dans la table de routage. Je fais le est avec le masque pour savoir si je peux avoir égalité entre le réseau de destination ici, qui est dans la colonne 1, est le résultat de ce est, qui est dans la colonne 2, hein, le masque est dans la colonne 2. Donc ça, si c'est égal, à ce moment-là, j'envoie vers le routeur concerné, c'est-à-dire la colonne 3. Si ce n'est pas égal, je passe à la ligne d'après, je refais le processus ici. Donc on voit qu'ici, on va balayer toutes les lignes du tableau jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. Donc la dernière ligne devrait être le cas par défaut, c'est-à-dire si je n'ai pas trouvé, ben, par défaut, je les envoie vers ce routeur-là. Donc il y a toujours un routeur par défaut. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, hein, dans l'algorithme de routage, on parcourt toutes les lignes tant qu'on ne trouve pas la destination. Alors remarque, il est toujours possible d'ajouter des routes vers des machines particulières des serveurs. Donc ça permet d'être plus efficace sur les échanges. Voilà. Donc routage statique et dynamique, bon ben, c'est assez simple. Le routage statique, les routes sont ajoutées manuellement à la table, donc ça je peux le faire. La route est invariable jusqu'à nouvelle modification. Ça, c'est intéressant, comme vous avez vu dans l'exemple précédent, où j'ai une petite structure, par exemple un réseau local chez moi. Donc ça, je peux le faire, j'ai juste une ligne à rajouter. Donc ce n'est pas difficile à gérer. Par contre, si j'ai des grandes structures avec des dizaines de routeurs, là, ça devient rapidement ingérable. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut installer un protocole de routage. Donc ça, vous avez des protocoles tels que RIP ou SPF, etc., qui sont impliqués donc dans les grandes structures. Donc ça dépasse le cadre du cours. Donc là, on n'est plus dans IP, c'est des protocoles pour gérer le protocole IP. Voilà. Donc dernier point, les réseaux privés virtuels, Virtual Private Networks. Alors ça, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs techniques. Donc le but, c'est de relier deux réseaux distants, ou une station et un réseau distant. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous voulez aller dans le VPN de l'IUT, via un réseau ouvert, c'est-à-dire à travers Internet. Donc qu'est-ce qu'il faut garantir? Ben, d'une part, il faut garantir que les services de VLAN pour IP, c'est-à-dire l'extension du réseau logique interne, alors un VLAN, si vous voulez, c'est un réseau virtuel qui est construit au niveau 2, qui va donc associer des machines logiquement au niveau 2. Okay, alors ce réseau, je peux l'étendre grâce au VPN. C'est-à-dire que dans le VPN, si j'appartiens à un VLAN, par exemple le VLAN d'un département, eh bien, en me connectant, je peux me connecter directement à ce VLAN et pas aux autres. Ça, c'est une méthode détaillée. Alors, ce qui est le plus important, c'est de remarquer qu'il y a des services de sécurité. Ça, c'est vraiment capital ici. Le VPN permet de garantir la confidentialité des informations transmises, l'intégrité des données, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas modifiées par un tiers, et l'authentification de l'émetteur et du destinataire. Donc ça, c'est capital dans le VPN. C'est le gros intérêt du VPN, c'est surtout qu'il me garantit des communications fiables et sécurisées. Voilà. Donc on ne cherchera pas de recherche de qualité de service au niveau du débit, tout ça. Donc ici, ça n'a pas d'importance. Donc l'avantage, c'est la réduction de coûts en utilisant un réseau partagé. Alors, par exemple, une entreprise peut être sur deux sites et relier ces deux sites par un VPN. Et là, on est garanti qu'on n'écoutera pas nos conversations. Alors pour ça, on met en œuvre une technique qui s'appelle le tunneling en anglais, tunnelisation en français. Donc en fait, on crée un espèce de tunnel, imaginez ça comme un tunnel virtuel, dans lequel les données seront chiffrées. Donc un ordinateur distant va se connecter à travers un Internet sur un réseau privé, sera vu comme une machine interne au réseau privé. Donc c'est une application de type client-serveur, et à ce moment-là, le client VPN établit un tunnel avec chiffrement et déchiffrement des données au-dessus d'une connexion IP qui existe. Alors l'exemple le plus connu, et celui que vous connaissez sans doute, c'est le client Cisco, hein, qui vous permet d'établir ici une connexion. Donc là, il faut se connecter,
faut mettre ses identifiants et ensuite vous pouvez vérifier en capturant les trames que les paquets seront cryptés. Donc le tunneling, voilà un exemple simple. Un tunnel donc, transporte les données entre deux points sans que les éléments entre les points perturbent le transport. Donc on traverse l'Internet par ces espèces de tunnels virtuels. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'image est assez simple. Bien sûr, ce qui se cache derrière est un peu plus compliqué. Alors simplement quelques protocoles utilisés au niveau du VPN. Vous avez des protocoles comme PPTP qui utilisent PPP qu'on a déjà vu pour des liaisons point à point qui ne sont pas très fiables. L2TP, ce qui veut dire Layer 2 Tunneling Protocol, qui lui encapsule des trames PPP. Vous avez SSTP, Secure Socket Tunneling Protocol, qui lui est intégré à Windows. Et enfin, vous avez le plus connu et le plus utilisé, c'est SSL, Secure Socket Layer, qui fonctionne avec TLS, Transport Layer Security, qui donc fonctionne au niveau 3 et 4, enfin au-dessus des niveaux 3 et 4, et qui permet l'utilisation de clients HTTP, donc de browser, comme client VPN, par exemple HTTPS. Donc HTTPS, c'est géré par SSL TSL. Donc ici, un exemple vis-à-vis du modèle en couche. Donc voilà SSL qui est au-dessus de la couche 4. Donc vous voyez qu'ici, au niveau de la couche 1, on retrouve notre bonne vieille couche physique. Au niveau de la couche 2, par exemple Ethernet. En dessus, vous avez TCP/IP au niveau des couches 3 et 4. Et voilà où se trouve SSL TLS au niveau des couches 5 et 6, et vous disposez au-dessus de HTTPS. Donc l'authentification, c'est les certificats, plus un algorithme de chiffrement, plus la signature des données, tout ça est disponible là-dedans. Voilà, donc on en a terminé avec ce cours.